Alors, en ce qui concerne l'anatomopathologie, à l'instant où on se parle, c'est-à-dire en septembre 2020, pour ma part, j'ai encore un petit peu du mal à discerner exactement ce qui restera, ce qui ne restera pas dans le programme. Je vous montre ici le point R2C. On vous dit qu'il faut connaître les principales lésions bénignes et malignes de la prostate, hyperplasie prostatique bénigne, adénocarcinome, et puis connaître les modalités d'extension locale, les voies lymphatiques, sites de dissémination métastatique. Il y a eu un moment donné où on nous a expliqué, lorsqu'on travaillait sur le sujet, que la TNM devrait disparaître. On viendra dessus. Et on a aujourd'hui des voix un petit peu discordantes sur le sujet. Donc, en tout cas, moi, je vais vous expliquer ce qui me paraît important à retenir sur l'anatomopathologie du cancer de la prostate. Et l'élément important, c'est de bien retenir que voilà, le cancer de la prostate, c'est l'adénocarcinome de la prostate, c'est quasiment synonyme. Et on le classe plus en score de Gleason. J'espère que vous aurez oublié cette classification. On le classe aujourd'hui en score ISUP et je vous expliquerai dans la diapositive suivante ce que veut dire ce score ISUP. Les cellules peuvent devenir plus agressives en cours d'évolution. Il y a d'autres tumeurs de la prostate, petites cellules, grandes cellules, carcinoïdes, envahissement local urothélial, tumeurs secondaires, les métastases dans la prostate, lymphome. Donc, tout ça est très, très rare. Retenez que c'est l'adénocarcinome principalement qu'on observe dans la prostate. Alors, c'est quoi le score ISUP? C'est uniquement une façon de pouvoir expliquer plus facilement aux patients, et c'est vraiment bête comme chou, mais c'est hyper utile. Et aujourd'hui, moi, je fais la guerre à tout le monde pour qu'on arrête d'utiliser le score de Gleason parce que c'est quelque chose qui était pas facile à expliquer aux gens. Et depuis qu'on est passé au grade ISUP, donc c'est l'International Society of Urologic Pathology, ISUP, et donc eh bien, tout simplement, un Gleason 6, c'est un grade 1, un Gleason 7, 3 plus 4, vous voyez comme c'est simple, c'est un grade 2, un 4 plus 3, c'est un grade 3, un grade 4, c'est un Gleason 8, et grade 5, Gleason 9 et 10. C'est hyper important parce que le score de Gleason, en tout cas le score ISUP maintenant, c'est quelque chose qui est l'élément principal pour savoir si une tumeur a un risque évolutif ou pas. Et vous verrez tout à l'heure l'importance de cette classification dans la démarche diagnostique et thérapeutique du cancer de la prostate. Donc, c'est vraiment une simplification bienvenue. Et vous voyez que plus on est élevé, plus la tumeur a un risque d'être agressive. Alors, bien différencier l'hypertrophie bénigne de la prostate du cancer de la prostate. Si vous avez déjà vu le chapitre sur l'hypertrophie bénigne de la prostate, vous avez déjà vu cette diapositive. Et il faut juste retenir voilà, que la zone de transition, elle est ici. C'est dans cette zone-là, autour du col de la vessie et de l'urètre, que se développe l'hypertrophie bénigne de la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est toujours bénin. C'est un adénomyofibrome, c'est une hyperplasie glandulaire estromale. Et c'est ça qui augmente le volume de la prostate au-delà de 20 millilitres. Donc, c'est vraiment un élément qui est, j'allais dire, tout à fait banal. La TNM, est-ce qu'on va ou pas la faire disparaître? À mon sens, ça va être compliqué de la faire complètement disparaître, et je m'explique pourquoi. Non pas parce que, pour ma part, je pense que c'est complètement idiot de vous faire apprendre les TNM, puisqu'elle évolue régulièrement et qu'en RCP, en dehors des spécialistes de chacun des cancers, on va pouvoir facilement regarder sur nos smartphones à quoi correspond la TNM. Malgré tout, il y a des grandes catégories, il y a des grandes lignes qui vont nous amener à mettre les patients dans des groupes à risque. Et donc, je pense que justement, même si on ne vous demande pas de savoir par cœur la TNM, vous devrez en connaître certains éléments. Il y a des particularités. Par exemple, dans le cancer de la prostate, une tumeur T1, c'est une tumeur qu'on n'est pas capable de palper. C'est une tumeur qu'on diagnostique uniquement avec le PSA ou qu'on diagnostique sur des copeaux de résection ou une pièce d'adénomectomie. T2, c'est une tumeur qu'on est capable de palper, alors moins d'un lobe, un lobe, tumeur atteignant les deux lobes, c'est comme ça que ça évolue. Puis ensuite, on a des notions d'extension capsulaire ou d'envahissement des autres organes pour les T4. L'envahissement ganglionnaire, là, typiquement, je pense que ça n'a aucun sens que vous appreniez cet envahissement ganglionnaire, puisqu'en plus, en gros, ils sont NX
N0 ou N1, ça n'a pas d'autre intérêt, je dirais. Et l'envahissement métastatique, c'est pareil. Il y a pas de, les patients sont métastatiques ou pas métastatiques. La sous-stadification qui était décrite en 2016, d'ailleurs la TNM a encore évolué. Et donc pour l'instant, c'est cette TNM qui est celle qu'on retrouve dans le livre du collège. Mais pour moi, il n'y a pas d'intérêt à avoir une stratification de l'envahissement métastatique. En revanche, ce qu'on utilise au quotidien, ce qui était encore présent dans les recommandations 2018 et qui sera toujours présent dans les recommandations 2020, c'est cette notion de groupe à risque du cancer de la prostate avec faible risque, risque intermédiaire, risque élevé. Et vous voyez que dans cette stadification, on a cette notion de stade clinique. Une tumeur qu'on n'est pas capable de palper, eh bien, c'est un élément qui indique un volume tumoral faible et c'est un élément qui permet de penser que c'est un faible risque. Si vous ne palpez pas la tumeur, mais c'est un grade ISUP 4 ou 5, vous voyez que vous passez d'un coup dans des grades élevés. Donc, cette notion de groupe à faible risque, à risque intermédiaire, à risque élevé, elle va être au cœur du bilan d'extension, elle va être au cœur des options thérapeutiques qu'on va proposer aux patients. Et donc, arriver à vous expliquer ces options sans du tout garder cette notion de stade clinique n'est juste pas possible. C'est la raison pour laquelle, dans la suite de la présentation, je vous indiquerai les stades cliniques qui permettent effectivement de distinguer ces différents groupes de risques et je vous les indiquerai selon la classification TNM parce que ça me paraît assez logique de garder cet élément-là. Alors, il faut également que vous connaissiez les voies d'évolution lymphatique. Donc là, je vous ai montré en fait les drainages ganglionnaires de la prostate. Il est d'abord iliaque externe, puis interne et il remonte le long de l'aorte. C'est très différent d'une tumeur du testicule et surtout de la verge qui va se drainer ici au niveau inguinal. Donc retenez bien ça, un cancer de la prostate, normalement, suit une certaine évolution entre guillemets naturelle, d'abord par les ganglions ilio-obturateurs, c'est pour ça que le curage, on appelle ça un curage ilio-obturateur, c'est repéré par le nerf obturateur qui est quelque part par ici et qui est le premier relais, mais cette évolution elle se fait directement ensuite le long des vaisseaux iliaques jusque vers l'aorte. Et donc, on a en général pas de ganglion inguinal dans les cancers de la prostate, même s'il peut y avoir des sauts lymphatiques. Donc, un envahissement ganglionnaire, c'est une tumeur à risque évolutif élevé et ça suit un certain ordre. Et donc, dans la prostatectomie radicale, quand on fait un curage en général à la fois de cette zone ilio-obturatrice, un petit peu interne, et jusqu'à l'endroit où va passer l'urtère. Donc, c'est un élément qu'il est intéressant que vous sachiez et qui, a priori, pourra vous être posé comme question. En ce qui concerne les métastases, ce que vous pouvez retenir, c'est que le cancer de la prostate, c'est une métastasie dans l'os. 80% des métastases du cancer de la prostate, ce sont des métastases osseuses. Pourquoi c'est important? D'abord parce que ça va dicter notre bilan d'extension. Et deuxièmement, c'est important parce que si d'aventure vous avez un patient qui a un cancer de la prostate et que vous voyez qu'il a des métastases hépatiques, eh bien c'est un facteur de risque reconnu, c'est un facteur de mauvais pronostic et c'est un petit peu exceptionnel. Donc voilà un petit peu, je vous remets ce schéma de l'histoire naturelle du cancer de la prostate. Vous avez déjà retenu peut-être que le cancer de la prostate, quand il passe au stade métastatique ou localement évolué avec l'envahissement ganglionnaire, on va passer vraiment une étape importante. C'est une étape où on distingue le moment où on peut guérir les patients, fenêtre de curabilité, d'un moment où on va juste chercher à ralentir l'évolution avec un très probable risque de décès lié à ce cancer s'il évolue très rapidement, en sachant que certains cancers évolués ou métastatiques peuvent évoluer pendant une durée de temps très prolongée. Merci de votre attention.